Je pensais que ma meilleure amie serait toujours mon refuge. Mais à Lyon, entre les regards qui jugent et les secrets qui brûlent, j'ai découvert que même l'amour pouvait se transformer en trahison. Et quand tout le monde s'attendait à ce que je me taise, j'ai choisi de me battre pour rester moi-même. À Lyon, je dis oui, pour rester en vie, pas pour faire rêver. Ce soir-là, Inès lève son verre et lance en riant « Épouse-moi, on sera tranquille ». Je ris aussi, par réflexe, mais mon cœur répond avant moi. Le silence qui suit est trop long pour une blague. Nous ne nous regardons plus comme avant. Quelque chose a glissé entre nous, net, irréversible. La veille, ma mère a encore insisté. « Camille, on t'a présenté un garçon sérieux. Tu pourrais au moins dîner avec lui. » J'ai dit non, elle a poussé un soupir coupant. À table, ma tante a ajouté « Tu n'as plus 20 ans. » Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne demande jamais. Je rentre chez moi avec cette fatigue dans la poitrine qui ressemble à une pierre. Les hommes ont fini par devenir un couloir sans sortie. L'un m'a dit, sourire en coin, qu'il saurait me faire changer d'avis. Un autre a posé sa main et n'a pas compris quand je la repoussais. À force, j'ai cessé d'expliquer. J'ai cessé d'essayer. Mais le monde ne supporte pas les filles qui ne jouent pas selon ses règles. Alors on insiste, on conseille, on soupire, on prévoit ma vie à ma place. Avec Inès, je respire. Elle ne me répare pas, elle ne me juge pas, elle écoute. Nous sommes allongés sur son canapé, épuisés par la semaine, la musique en sourdine, la Saône qui coule quelque part derrière la fenêtre. Sa phrase tombe comme un caillou dans l'eau. « Épouse-moi » Cela devrait être absurde. Ça ne l'est pas. Et si on le faisait vraiment? Je lâche, la bouche plus rapide que la peur. Elle se redresse, surprise. Pas de moquerie dans ses yeux. Une inquiétude, oui. Et une lueur qu'elle cache mal. Tu es sûre de vouloir ça? Je suis sûre de ne plus vouloir le reste. Les jours suivants, l'idée ne me quitte plus. Je travaille, je réponds aux mails, je traverse la presqu'île, et la phrase revient, obstinée. Épouse-moi. Pas pour mentir à tout le monde, pour me protéger, pour que les questions cessent, pour que mon corps cesse d'être un dossier public, pour que je puisse dire « c'est ma femme » et qu'on me laisse enfin tranquille. Le dimanche, ma mère m'envoie l'adresse d'un restaurant où m'attendra un garçon bien. Je bloque le numéro, j'éteins le téléphone, je file chez Inès. Nous nous asseyons par terre, comme quand on avait 17 ans et des secrets trop lourds. Si on le fait proprement, dit-elle. On emménage ensemble, on aligne nos histoires, on se protège toutes les deux. On dit quoi à tes parents? La vérité qui protège, qu'on s'est choisi. Nous listons ce qu'il faudra affronter. Les regards, les rumeurs, les invitations que nous refuserons, les silences qui blessent. À chaque obstacle imaginé, je m'attends à reculer. Pourtant, je tiens. Plus l'inventaire s'allonge, plus l'air devient respirable. On achète des bagues? Je demande, la voix trop calme. Des simples, pas pour le spectacle, pour nous. Le soir, Inès propose une répétition. On raconte comment on est passé de l'amitié à plus. Nous parlons de notre première nuit blanche avant un partiel, des trajets à vélo, des crises de rire, au pied des pentes de la Croix-Rousse. Je sais que ce sont des souvenirs innocents. En les disant, j'entends autre chose. Le fil discret qui nous relie depuis des années. Je m'arrête, la gorge serrée. Elle aussi. Je reçois un message de ma cousine. Alors, quand est-ce que tu te poses? Je tape. Bientôt. Mes doigts tremblent. Pas de peur, de lucidité. Je ne fuis plus. Je choisis. Dans le métro, le lendemain, un inconnu siffle, un autre commente ma silhouette comme s'il évaluait un produit. Je serre la barre de métal et je pense à la bague que je n'ai pas encore. La colère redescend d'un coup. Bientôt on cessera de me demander si je suis libre. Je ne le suis pas pour eux, je le deviens pour moi. Le soir, nous entrons dans une petite boutique près des quais. Rien de théâtral. 2 anneaux, sobres. Le vendeur demande pour qui. Inès répond sans hésiter. Pour nous. Il hoche la tête, nous laisse choisir en paix. Quand le métal touche ma peau,
Je sens un clic intérieur. Ce n'est pas un mensonge, c'est un bouclier. Et peut-être le début d'autre chose que je n'ose pas nommer. Nous convenons d'un plan clair, ce week-end, annonce séparée aux parents. Pas de débat, pas d'apologie. Si on nous rit au nez, on sort. Si on nous menace, on se protège. Si on nous demande des preuves, on rappelle que nos vies ne sont pas des vitrines. Avant de nous quitter, Inès me prend la main. Pas un geste pour la galerie, un appui. On y va ? On y va. Je rentre par les berges. Le vent est froid, les bus passent, les gens rentrent chez eux. Tout a l'air normal, rien ne l'est. Demain, je dirai fiancé, sans baisser les yeux. Demain, la ville saura. Et si le monde n'est pas prêt, tant pis. Moi, je le suis. Le samedi matin, nous traversons la ville chacune de notre côté. Inès doit affronter ses parents à Villeurbanne, moi les miens à la périphérie sud. Le trajet en tram paraît interminable, chaque arrêt sonne comme une mise en garde. Dans ma poche, la bague me brûle presque. Je me répète qu'il ne s'agit pas d'un jeu, que ce n'est pas seulement une stratégie, mais une décision pour respirer enfin. Pourtant, mes mains tremblent. Ma mère m'ouvre la porte avec un sourire déjà teinté d'attente. Je n'ai pas besoin qu'elle parle pour deviner le discours prêt à jaillir. À peine assise, la question tombe. Alors, tu as réfléchi pour le dîner avec ce garçon ? Je pose mes clés sur la table pour gagner une seconde, puis je montre ma main. La bague capte la lumière. Elle reste figée, les yeux écarquillés. Mon père, silencieux comme toujours, relève la tête de son journal. Je suis fiancée, je dis, avec Inès. Le silence dure. Puis la voix de ma mère se brise. Tu plaisantes. Je secoue la tête. Ses yeux se remplissent de larmes, mais pas de joie. Pourquoi tu nous fais ça ? Elle répète la phrase 2 fois, comme si l'explication allait venir d'elle-même. Mon père repose son journal, croise les bras. Il ne crie pas, mais son mutisme pèse plus qu'une gifle. Ce n'est pas contre vous, je souffle. C'est ma vie. Ma mère pleure. Mon père se lève et quitte la pièce. Je reste seule, face à son chagrin qui ressemble à une accusation. Je comprends que rien de ce que je dirai ne suffira. En sortant, j'entends encore sa voix. On t'a tout donné, et voilà comment tu nous remercies. À quelques rues de là, Inès vit une scène semblable, mais avec plus de colère. Son père l'accuse de se ridiculiser, sa mère demande si je l'ai manipulée, elle répond qu'elle a choisi, qu'elle n'est pas une victime. Les mots fusent, blessants, irréversibles. Quand elle m'appelle après, sa voix est tendue, mais ferme. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Le soir, nous nous retrouvons dans son petit appartement. Nos récits se ressemblent trop. Les larmes de ma mère, la rage de son père, l'incompréhension partagée. Nous rions nerveusement, épuisés, comme si c'était la seule manière de tenir debout. Puis un silence s'installe. Nous savons que ce n'est que le début. Le lundi, la nouvelle circule déjà. Des cousins envoient des messages, certains moqueurs, d'autres pleins de pitié. C'est une phase. Tu vas regretter. Tu veux attirer l'attention. Personne ne demande si nous sommes heureuses. Dans la rue, à Lyon, je sens des regards insistants. Au travail, une collègue m'interroge faussement curieuse. « Alors, c'est sérieux ?» Je réponds « Oui », sans détour. Elle sourit poliment, mais je perçois le doute derrière ses yeux. Inès et moi décidons de rendre l'annonce publique pour couper court aux rumeurs. Une photo simple, nos mains jointes avec les bagues. Nous écrivons seulement « On s'est choisi ». Rien de plus, les réactions affluent. Certains amis nous félicitent sincèrement, d'autres se taisent. Quelques commentaires anonymes apparaissent sous la photo. Vous vous trompez, c'est contre nature. Ça finira mal. Je ferme l'écran, la gorge serrée. Cette soirée-là, Inès me prend la main plus longtemps que d'habitude. Nous n'avons pas besoin de mots pour savoir que nous tenons le coup grâce à cette alliance invisible entre nous. Mais derrière son sourire, je vois une inquiétude qu'elle cache mal. Elle aussi mesure l'ampleur de la tempête qui arrive. Les jours passent et nous apprenons à marcher dans cette nouvelle réalité. Les hommes qui me harcelaient reculent soudain, comme si la bague me rendait intouchable. Cette absence me soulage, mais la violence des mots de ma famille
continue de résonner. Quand je pense céder, Inès me rappelle que nous avons choisi cela ensemble. Un soir, nous discutons tard, assises par terre. Elle avoue qu'elle a peur que je me lasse, que je décide un jour de tout arrêter. Je réponds que c'est justement pour ne plus subir qu'on a fait ce pas. Elle hoche la tête, émue. C'est la première fois que je comprends que pour elle aussi, ce n'est pas seulement un jeu. Et pourtant, je sens poindre une inquiétude sourde. Quand elle me parle de l'avenir, de notre futur mariage civil, je vois son sourire se crisper. Je devine qu'elle me cache quelque chose. Je chasse ce pressentiment, trop fatigué pour l'affronter. Mais au fond, je sais déjà, toutes les batailles ne se mèneront pas contre l'extérieur. Certaines naîtront ici, entre nous. Les semaines suivantes, tout semble tenir sur un fil. Officiellement, nous préparons une petite cérémonie civile. Dans la pratique, nous improvisons chaque jour pour convaincre ceux qui doutent. Les familles restent distantes, les amis se divisent. Certains nous soutiennent avec enthousiasme, d'autres s'éloignent sans explication. Malgré la fatigue, une forme d'équilibre fragile s'installe entre nous. Mais il suffit d'un détail pour fissurer cette façade. Un soir, alors qu'Inès prend une douche, son téléphone vibre sur la table basse. L'écran s'allume, je reconnais un prénom. Elisa. Le message défile sous mes yeux malgré moi. Tu me manques. Dis-moi que tu ne regrettes pas. Mon cœur se serre. Je repose aussitôt le portable comme s'il brûlait. Quand Inès revient, je prétends être absorbée par un dossier de travail. Mais mes mains tremblent. Je passe la nuit sans dormir. Qui est Elisa, exactement? Une amie? Une ancienne histoire? Pourquoi ces mots intimes au moment où nous nous battons pour être prises au sérieux? Le lendemain, je tente de cacher mon trouble. Pourtant, chaque fois que je croise le regard d'Inès, le doute grandit. Quelques jours plus tard, la confirmation arrive. Elle oublie son ordinateur ouvert. Je ne veux pas fouiller, mais une notification s'affiche. Cette fois, le message est sans équivoque. On ne peut pas continuer à se cacher. Tu avais promis. Mon souffle se coupe. Les phrases que nous répétons aux autres, nous nous sommes choisis, nous sommes fiancés, prennent soudain une tonalité amère. Le soir même, je décide de parler. Nous sommes assises face à face et je lâche. Qui est Elisa? Son visage se fige, puis elle détourne les yeux. Une amie, dit-elle trop vite. Une amie qui t'écrit qu'elle te manque? Le silence s'étire. Finalement, elle murmure. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire avant tout ça. Je sens la colère monter. Et maintenant? Elle hésite, cherche ses mots. Je croyais que c'était fini. Mais elle est revenue. Et je n'ai pas su couper. Chaque mot tombe comme une gifle. Je me lève, incapable de rester assise. Tu comprends ce que tu fais? On se bat contre tout le monde, et toi tu donnes raison à ceux qui pensent que c'est une comédie. Elle se rapproche, tente de m'attraper le bras, mais je recule. Ses yeux brillent d'une sincérité douloureuse. Camille, je ne voulais pas te blesser. J'ai paniqué. C'est toi que je veux à mes côtés. Je voudrais la croire. Pourtant, les phrases d'Elisa résonnent encore. Tu avais promis. Quelle promesse? Depuis quand? Les jours suivants deviennent un supplice. Nous continuons à paraître unis en public. Les regards des autres nous forcent à garder l'illusion. Mais à la maison, le silence s'impose. Elle tente de me parler. Je réponds par des phrases courtes. Je sens qu'elle regrette, qu'elle essaie de réparer, mais la confiance s'est fendue. La rumeur ne tarde pas à filtrer. Une connaissance commune me glisse à demi-mot. On dit qu'Inès revoit une fille de la fac. Je nie, le visage impassible, mais à l'intérieur, je vacille. C'est exactement ce que je redoutais. Nos ennemis n'avaient pas besoin de preuves, seulement de soupçons. Un soir, incapable de contenir ma colère, je lui dis « On ne pourra pas continuer comme ça. Je refuse d'être ton alibi, pendant que tu hésites entre deux vies. » Elle baisse la tête, murmure « Je t'aime, mais j'ai peur. » Ces mots, au lieu de me rassurer, me laissent glacée, parce que l'amour,
ne devrait pas rimer avec secret, parce que sa peur détruit le peu de solidité que nous avions construit. La nuit suivante, allongée dans l'obscurité, j'entends sa respiration à côté. Je me demande si elle rêve d'Élisa ou si elle imagine encore un futur avec moi. Je ferme les yeux, une certitude me frappe. Ce qui devait être une protection s'est transformé en piège. Et si je ne réagis pas, je finirai prisonnière d'une histoire où la trahison efface tout le reste. Je savais que le moment finirait par arriver. La tension accumulée ne pouvait plus tenir. Tout a explosé un dimanche ce soir, après un déjeuner de famille, chez mes parents, où les reproches avaient été plus durs que jamais. Ma mère m'avait glissé à l'oreille. « Tu vois, même Inès n'y croit pas. » Cette phrase m'a transpercée. Comment savait-elle? J'ai compris qu'une partie de l'histoire avait filtré. De retour à l'appartement, je claque la porte. Inès se fige, inquiète. Je n'attends pas une seconde. « Tu leur as parlé d'Élisa ?» Elle pâlit, secoue la tête. « Non, mais quelqu'un a dû. » « Alors c'est vrai, tu ne l'as pas coupée. Tu lui parles encore. » Elle baisse les yeux. Ce silence suffit à confirmer ce que je craignais. Je sens ma gorge se serrer. Tu comprends ce que ça veut dire? Toute cette façade, nos bagues, nos efforts, tout le monde avait des doutes, et toi tu leur donnes raison. Elle s'approche, tend la main. Camille, écoute-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes, hurle ma voix, plus fort que je ne l'aurais voulu. Je me bats contre ma famille, contre les voisins, contre chaque regard dans la rue. Et toi, tu me trahis dans notre propre maison. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle tente de parler, mais je continue, incapable de me contenir. Tu dis que tu m'aimes, mais tu gardes une autre dans l'ombre. Tu dis que tu as peur, mais c'est moi qui affronte leurs insultes, moi qui encaisse les humiliations. Elle finit par éclater. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je dors tranquille? Chaque jour, je redoute que tu réalises que tu ne voulais pas vraiment de cette vie, que tu finisses par me quitter. Élisa, ce n'était pas de l'amour, c'était une fuite. Je secoue la tête, furieuse. Et moi, alors? Je ne compte que comme un refuge provisoire? Une couverture le temps que tu choisisses? Un silence brutal s'installe. Inès recule, incapable de soutenir mon regard. Son hésitation me blesse plus que les insultes des autres. À cet instant, je comprends que je ne peux plus me contenter de demi-mots. Je refuse de continuer ainsi, dis-je d'une voix cassée. Soit tu fermes définitivement cette porte, soit je pars. Elle tremble, ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Ce vide est pire que tout. J'attrape mon manteau, je sors marcher dans la nuit lyonnaise. Les rues sont presque désertes. Je traverse les quais sans sentir le froid. Je pense aux premières soirées passées avec elle, à la légèreté de nos rires, à l'illusion que nous étions invincibles à deux. Tout me paraît si loin. Quand je rentre, l'appartement est plongé dans le silence. Inès est assise, immobile. Ses yeux rouges prouvent qu'elle a pleuré. Elle murmure « Je ne veux pas te perdre. » Alors pourquoi tu m'as déjà perdu? Ma voix tremble, mais mes mots sont clairs. Je pars dormir dans la chambre d'amis, incapable de partager le même lit. Toute la nuit, je fixe le plafond. J'entends ses pas de l'autre côté, ses sanglots étouffés. J'ai mal, mais une force nouvelle s'installe en moi. Peut-être que la trahison n'a pas seulement détruit notre pacte. Peut-être qu'elle m'a obligé à choisir enfin ma liberté, pas une protection fragile. Le lendemain, je reçois un message de ma mère. « Tu vois? On avait raison. » Je supprime sans répondre. Pour la première fois, ces mots ne m'enchaînent plus. La douleur est là, vive, mais une certitude s'impose. Je ne laisserai plus personne, pas même Inès, décider de ma valeur. Les jours qui suivent ressemblent à une lente chute. Nous vivons encore sous le même toit, mais la distance entre nous est devenue infranchissable. Les gestes quotidiens se font mécaniques. Les repas se déroulent dans un silence qui pèse. Inès tente parfois de m'adresser un mot, une attention, mais je détourne les yeux. Je ne suis pas prête à pardonner, pas cette fois. Un soir, elle pose enfin les cartes sur la table. « Je vais partir quelque temps chez ma sœur, dit-elle. Tu auras la paix. » Je hoche la tête sans protester. J'ai mal, mais je sais que cette séparation est nécessaire. Quand la porte se referme derrière elle, je ressens un vide étrange.
douloureux mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis des mois, je peux respirer sans me forcer. La nouvelle de notre rupture circule rapidement. Certains membres de ma famille jubilent presque comme s'ils attendaient ce dénouement pour confirmer leurs préjugés. Tu vois, ce n'était qu'un caprice, lance ma tante, mais leurs jugements n'ont plus le même pouvoir sur moi. J'ai traversé trop de nuits blanches pour continuer à plier sous leurs attentes. À Lyon, je cherche de nouveaux repères. Un ami me parle d'une association LGBT du quartier de la Guillotière. J'y vais un soir, hésitante. On m'accueille simplement, sans question intrusive. Je me retrouve entourée de personnes qui connaissent la même fatigue d'exister sous le regard des autres. Pour la première fois, je n'ai pas à justifier mes choix. On me demande seulement qui je suis, pas qui je devrais aimer. Au fil des semaines, je participe à des réunions, des ateliers, des marches silencieuses. Je découvre une force collective que je n'avais jamais connue. Petit à petit, la honte se dissout. La douleur reste, mais elle devient partageable. Je rencontre des femmes qui me racontent leurs propres blessures, leurs propres trahisons. Leur récit résonne avec le mien. Nous nous soutenons sans promesse impossible, simplement par la présence. Inès m'écrit de temps en temps des messages courts. « Pardonne-moi, je pense à toi. » Je lis, mais je ne réponds pas. J'ai compris qu'aimer ne suffit pas si la peur gouverne chaque geste. Sa trahison n'était pas seulement une faute intime, elle a fragilisé le seul espace où je croyais pouvoir être en sécurité. Peut-être qu'elle regrette, peut-être qu'elle souffre, mais c'est à elle d'emporter le poids, désormais. Un après-midi, je la croise par hasard dans les rues de Lyon. Elle me salue d'un sourire timide. Nous échangeons quelques mots polis, rien de plus. Elle semble fatiguée, perdue. Je ressens de la compassion, mais plus d'attache. Cette page est tournée. Je continue mon chemin, légère, d'une décision enfin assumée. Peu à peu, ma famille comprend que je ne reviendrai pas en arrière. Certains se taisent, d'autres finissent par accepter à demi-mot. Mon père ne dit toujours rien, mais il ne détourne plus le regard. Ma mère reste blessée, mais je crois qu'elle commence à percevoir ma détermination. Moi, je n'attends plus leur validation. Un soir d'été, assise au bord du Rhône avec de nouveaux amis, je réalise que malgré tout ce que j'ai perdu, j'ai gagné l'essentiel. La certitude de n'avoir plus honte. J'ai choisi ma liberté, même si elle m'a coûté une amitié précieuse et un amour inachevé. Cette histoire n'a pas offert le conte de fées que certains imaginaient. Elle m'a brisée puis reconstruite autrement. Et si Inès doit désormais affronter ses contradictions seule, moi j'avance, consciente que je mérite mieux qu'un rôle d'ombre ou de secret. Le monde continue de juger, mais je ne fuis plus. Je me tiens debout, entourée de ceux qui savent. Et quand on me demande si je regrette, je réponds simplement non, parce que même à travers la trahison, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, le droit d'être moi.